c'est de prendre des leçons de liberté et de jeunesse. Lisez Aragon. Un jour, Jean Paulhan est venu voir Elsa en 40, Aragon était mobilisé, et Jean Paulhan, qui s'apprêtait à éditer, qui commençait à éditer les Voyages impériales, lui a dit quand même, je m'inquiète du côté un peu soumis à l'idéologie économiste et marxiste de Louis. Est-ce que ça ne va pas virer à la leçon d'économie politique à travers John Law et ce qu'il dit du professeur de Pierre Mercadier dans Les Voyageurs. Et Elsa lui a répondu, peut-être sèchement, je ne sais pas, Aragon est bien plus libre que vous ne croyez. Et moi, c'est la phrase qui me revient toujours quand je lis Aragon. Aragon est bien plus libre que nous tous, et il est très au-delà de ce que nous appelons la liberté. Et donc, ça, c'est très paradoxal. Parce qu'on peut dire cet homme couvert de chaînes, cet homme couvert de cicatrices, de blessures, de combats, est en même temps un homme absolument souverain au sens de bataille, c'est-à-dire qui a trouvé une extraordinaire liberté à laquelle nous essayons de rêver. Il l'a trouvé par la création, il l'a trouvé par un incessant renouvellement de lui-même. C'est pas rien le deuil d'après Elsa et la façon dont Aragon se régénère, ou la façon dont il se met à faire l'œuvre poétique avec une liberté de relecture de soi, de rebattre les cartes, de remonter les histoires, de se réinventer, je vais dire en permanence. C'est très étonnant. C'est une ressource que bien peu d'hommes et de femmes partagent, et cette leçon-là, on l'apprend aussi chez Aragon. Donc voilà quelques éléments de la modernité d'Aragon, de son actualité. Il n'y a pas de temps pour les passions, il n'y a pas d'actualité pour les passions. L'amour sera toujours l'amour, la jalousie sera toujours la jalousie. La psychose de perte d'identité et d'image de soi dans les miroirs, je crois, accompagnera l'humanité. Et Aragon parle de ça mieux que personne. Vous parliez de souffle, en effet, vous parliez de souffle ou de... Oui, des leçons de souffle, de respiration. De respiration, oui, d'ampleur. On a parlé de Victor Hugo aussi depuis le début de cette table ronde. Il y a quelque chose qui retient complètement chez Aragon. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi j'ai découvert Aragon par Les Voyageurs de l'Impérial, qui est un roman assez mal fichu, en fait. Non, mais c'est vrai. Oui, ça a l'air mal fichu. Mais en fait... il y a un tel souffle, une telle intensité qu'on reste quand même, et que la lecture, une fois finie, on comprend que oui, c'est sans doute déglingué et que ça a toutes les raisons d'être. Mais vraiment, ce souffle, ce grand lyrisme, c'est quelque chose, je crois, qui reste... Et puis comment a-t-il écrit Les Voyageurs? Il les a écrits entre 36 et 38, 39, alors qu'il était à la tête des luttes antifascistes, à la tête de la Maison de la Culture. Sur la Maison de la Culture, c'était le Rassemblement, Malraux, Gide, enfin, le Front Populaire. On lui a confié la direction de Ce Soir, qui paraît le 1er mars 1937. C'est un quotidien dont Aragon est co-directeur avec Jean-Richard Bloch. Et alors, il voyage incessamment, il est pris par mille tracas, il écrit tranquillement Les Voyageurs de l'Impérial. Entre 40 et 44, il écrit tranquillement Aurélien. Entre 40 et 44, entre la Drôme, Saint-Donat, Nice, la clandestinité, les poèmes de résistance, les invraisemblables embûches qu'il traverse, il trouve le temps d'écrire Aurélien. Et en 60, il écrit l'histoire parallèle de l'URSS, avec Mauroy qui fait l'histoire des États-Unis. C'est une tâche écrasante. Eh bien, dans les trous de l'histoire parallèle de l'URSS que plus personne ne lit sauf Pierre Juquin, je crois, il écrit le Fou d'Elsa. Il écrit le Fou d'Elsa de 60 à 63. C'est invraisemblable, c'est incompréhensible. Je ne sais pas comment un seul homme peut écrire à la fois le Fou d'Elsa et l'histoire de l'URSS en 3 ans. Alors, Bernard Lesseur, vous... Alors, qu'est-ce que j'en dirais sur une île déserte, c'est ça? Oui, je sais pas, mais moi, je crois qu'il y a quand même le Fou d'Elsa dans les vers. C'est pour moi sa basilique, sa légende des siècles. Enfin, c'est un poème. Et le fait d'ailleurs qu'il a été que des poèmes aient été beaucoup mis en chanson tirés du Fou d'Elsa, notamment par Jean Ferrat, ça fait parfois perdre l'idée que c'est un seul tout, que c'est un seul poème. Vous voyez, quand vous avez sur la couverture, vous avez poème au singulier. Hein, c'est un poème qui est fait de poèmes. Alors il y a de la prose, c'est un feu d'artifice magnifique. Et puis, voilà, moi c'est, je crois, ce qui m'apparaît comme une espèce d'apothéose avec
on peut en faire bien des lectures, y compris des lectures politiques. Hein, cette Grenade arabo-andalouse d'avant la conquête par les rois catholiques, c'est un peu... Quand je lis aujourd'hui, moi, avec ce texte qui commence en disant « Ici, les femmes ne portent pas nécessairement le voile », etc. Vous voyez, je ne veux pas dire qu'il faut aplatir l'histoire, mais on est dans la profondeur, quoi, du temps. Et moi, je trouve que cette Grenade un peu perdue, c'est sans doute un peu, oui, le communisme, la société communiste. Vous voyez, on peut en faire une lecture politique, on peut en faire une lecture... C'est au fond, oui, un poète, ça se passe en 1491-92, ça se passe en même temps... oui, voilà, c'est Aragon lui-même, ce fou d'Elsa, bon, hein, donc... Et 1492, c'est à la fois la chute de Grenade et c'est en même temps le départ de Christophe Colomb. Donc il y a un monde qui meurt et puis il y a un monde qui va naître. Et c'est toujours un petit peu ces moments historiques-là qui sont intéressants, comme dans la Semaine Sainte. Dans la Semaine Sainte, vous avez l'empereur qui d'un seul coup débarque à Golfe, qu'on croyait battu, débarque à Golfe-Juan. La Semaine Sainte, vous savez, c'est la semaine qui va des rameaux à Pâques en 1815. Donc, voilà que Napoléon, qu'on croit battu et qui est à l'île d'Elbe, redébarque et à Golfe-Juan, remonte en France. Les rois qui sont là lui envoient l'armée pour l'arrêter, mais ces armées, au lieu de l'arrêter, se rallient à lui. Donc, plus on lui envoie d'armée, plus il a une armée, alors qu'au départ, il était, vous voyez, enfin bon, etc. Et tout ça vu à travers les yeux d'un peintre, quelqu'un qui va devenir un peintre, qui est un mousquetaire du roi à l'époque. Et voilà, c'est une espèce de... Vous voyez, aussi un moment où on se dit qu'il va gagner, quoi. L'histoire peut basculer d'un côté, de l'autre, et au milieu de tout ça, par les yeux d'un intellectuel. Bon, voilà, au fond, c'est un peu ça le problème d'Aragon. Donc voilà, moi, le fou d'Elsa, la Semaine Sainte, évidemment, Aurélien pour la musique. Hein, c'est un roman, en plus, c'est un roman dans lequel il ne se passe rien. Il y a tout pour qu'il se passe quelque chose. Alors, il paraît, moi je sais pas, on m'a dit ça, mais comme vous êtes l'éminent aragonien, vous allez me le confirmer ou pas. Il paraît que c'est Flaubert qui voulait faire un roman dans lequel il ne se passe rien. Hein. Et vous voyez, des petits malins ont même dit: ah, ce roman a été écrit à Nice, enfin il a été commencé à Nice, là où Aragon était retranché pendant le début de la guerre, hein, la tension célimène. Et vous voyez, Flaubert à Nice, Bérénice. Bon, peut-être c'est pour ça qu'elle s'est appelée Bérénice, la fille que Aurélien trouvait, la première fois de sa vie, trouvait fort laide. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc, avec Aragon, on n'en finit pas. Moi, ce que je trouve formidable, c'est les vers. Et vous voyez, je trouve que la mise en musique, qui a commencé bien avant Léo Ferré et Jean Ferrat, hein, même si c'est avec eux, surtout et avec Ferré, que les ventes ont explosé, parce que le disque était là avant. Mais moi j'aime beaucoup cette anecdote qu'on connaît maintenant de 1943, à la salle Pleyel. Un concert est organisé en hommage à Francis Poulenc, grand musicien catholique. Et dans ce récital, Poulenc fait donner pour la première fois 2 poèmes d'Aragon qu'il a mis en musique. Les Ponts du C, du Crève-C, hein, du Crève-Cœur, oui, dont tu parlais tout à l'heure, et les Fêtes Galantes. Et Poulenc l'annonce assez solennellement qu'il a mis ses vers en musique et que ces vers ont pour auteur Aragon. Et le public, en 1943, alors qu'Aragon est dans la nature
couverture cachée, le public de la salle Pleyel se lève et applaudit le nom d'Aragon. C'est déjà symbolique comme ça, mais dans la foule, il y a des officiers allemands qui sont là et qui, surpris évidemment, mais croyant à une coutume locale, un peu barbare, sans doute se lèvent et applaudissent aussi le nom d'Aragon. Voilà, bon, vous voyez, c'est ça, un peu Aragon, c'est à la fois la grandeur et puis la dérision. Bon, donc, voilà. Mais éviter d'aller dans une île déserte, c'est encore mieux, puis on peut avoir des bibliothèques plus grandes. Ah, pardon, oui, toi aussi tu voulais Pierre, excuse-moi. Non, je n'ai rien de particulier à dire. La Semaine Sainte, c'est un roman que j'ai lu et relu dans ma vie, depuis la parution. C'est un roman monde, énormément de choses. Je pense qu'on va revenir à des romans comme ça. Après avoir pendant 40 ans tourné autour de nombril sans grand intérêt, on va avoir les grands romans qui prennent en charge l'histoire à travers l'imaginaire. Il y a un truc extraordinaire, c'est quand La Semaine Sainte sort, alors c'est le premier très grand succès qui va permettre à Aragon de vivre de ses plumes. Il donne une interview à la télé ou à la radio, enfin tout ça, dans la chronologie, je crois. Et il dit à peu près comme ça, ce n'est pas un roman historique, il n'a cessé de le dire. Parce que, alors, non, l'histoire, je l'utilise, elle me sert à rendre crédibles mes mensonges. Il prend en charge comme ça toute l'histoire. Mais là, il pose une question qui s'est posée dans sa propre vie et qui nous pose dans les communistes, dans toutes sortes d'occasions, la responsabilité des élites. Vous êtes des intellectuels, vous avez une responsabilité. Évidemment, il nous met devant ce problème constamment. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation? Comment choisir? C'est très difficile, très compliqué. C'est un très grand roman, il y a énormément d'autres choses. Quant au Fou d'Elsa, moi j'ai décidé, d'ailleurs, parce que je respecte pas les règles, non pas de suivre l'ordre chronologique, mais je ferai mon chapitre de conclusion. C'est ce qu'il reste à écrire, mon chapitre de conclusion sur le Fou d'Elsa. Parce que j'ai la conviction que c'est, enfin je le dis comme ça, j'en fais une lecture en grande partie politique et historique. C'est pas étonnant qu'il l'ait écrit en même temps que l'histoire de l'URSS. Il se pose toutes ces questions. Qu'est-ce que devient le monde? Qu'est-ce que l'utopie? La guerre d'Algérie. Alors, j'allais dire. C'est un roman où il ouvre la réflexion des gens sur la rencontre des civilisations. Et dans une interview qu'il a donnée à propos du Fou d'Elsa au moment de la sortie au journaliste Francis Crémieux, il explique à peu près ceci. Il y a eu la guerre d'Algérie. Il y a pas mal de choses d'Aragon contre la guerre d'Algérie, en total. Il a même soutenu le fameux appel des 121, contrairement à la ligne officielle du parti. Et il y avait la guerre d'Algérie, et je me suis posé cette question. Évidemment, c'est une guerre anticolonialiste, c'est une guerre, comme on disait, de libération nationale, mais je ne pense pas que des hommes se battent de la façon dont ils se battent s'il n'y a pas quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est le monde arabe, c'est la civilisation arabe, c'est le rêve que porte cette civilisation, sa langue, sa littérature, etc. Et c'est ce qu'il a voulu dire en grande partie avec le Fou d'Elsa. La rencontre, l'échange, le métissage, comme on dit parfois aujourd'hui, des civilisations. Il le fait en prenant lui-même la place d'un des plus grands poètes du monde arabe. C'est un arabe qui a écrit ce qu'on peut considérer le Fou de Layla, avec un étrange jeu en arabe sur le mot Layla. On peut le considérer comme le Tristan et Iseult des Arabes. Et il réécrit le Tristan et Iseult des Arabes, lui. Il y mêle les Francs, Staline, le stalinisme, l'URSS, etc. Mais tout ça, c'est un immense appel à la rencontre, l'échange, l'enrichissement des civilisations pour créer
un monde nouveau qui sera une Andalousie à l'échelle de la planète, en quelque sorte. Avec ce rêve, et peut-être en partie, ce mythe de ce qu'a été l'Andalousie. Encore que l'Andalousie, ça a tout de même duré 7 siècles. Ça nous fait remonter à peu près d'où je suis à Jeanne d'Arc. Comme ça. C'est pas un court espace de temps, quelque chose de profond. Et ça a été souvent travaillé, réfléchi par les hommes des Lumières. Je crois qu'Aragon est aussi un homme des Lumières. Lessing. Il connaissait très bien tout ça. Je crois que c'est un testament pour le XXIe siècle. Et que cette légende des siècles, qu'est le fou d'Elsa, ressortira, va nous aider à nous retrouver dans un monde qui n'est pas celui, mais qui peut être celui du conflit et de la guerre des civilisations, mais qui devrait être celui de l'échange et de l'enrichissement réciproque des civilisations. Il a pensé à tout ça. Alors évidemment, il va très loin. Il fabrique une sourate du Coran. Il ne sait pas un mot d'arabe, hein. Mais il a pris des conseillers. Il a nommé Charles Laroche, qui était un journaliste communiste, comme son nom l'indique, juif marocain, qui connaissait bien l'arabe, lui a apporté des bouquins, l'a tapirisé, l'a expliqué, etc. Alors Aragon fait des découvertes fascinantes. Il se met à l'arabe, comme ça, et il s'aperçoit, dans la réalité c'est un peu plus compliqué, mais il s'aperçoit qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de forme spécifique du futur en arabe. Alors évidemment, il cogite là-dessus. Voilà une civilisation qui n'a pas de futur. Alors elle est immobile, il faut qu'elle se débloque elle-même, qu'elle se projette dans l'avenir. Enfin, c'est prodigieux ce qu'il va imaginer. Et c'est un grand dialogue. J'en ai parlé assez longuement avec le poète arabe Adonis, qui est probablement le plus grand poète arabe vivant. Il ne s'appelle pas du tout Adonis, mais un peu comme Aragon, s'est donné cette image fantasmatique. Et il m'a dit, oui, il pose la question de la remise en mouvement de la pensée arabe qui est restée figée parce que le côté créatif de la pensée arabe a été battu au moment de la défaite de Grenade, au fond. Ça, je simplifie beaucoup. Nous sommes en présence d'un esprit qui a ouvert des voies très très importantes de réflexion pour l'avenir. Alors bien entendu, l'amour, tout ça, hein. L'amour qui est une clé, il en a parlé. La femme est l'avenir de l'homme. Ça me gonfle un peu. Mais bon, il y a quelque chose de plus. Alors, évidemment, quand on parle de tout ça, il y a quelque chose qui me préoccupe. Je regarde un peu, il y a près de 80 thèses soutenues, plus, hein, sur Aragon. Il y a des grandes lacunes. Parce que tout ça s'est fait un peu, d'abord dans la crainte au moment de la chute de l'Union soviétique, du déclin du communisme historique, etc., de trop emprisonner Aragon dans ce qu'il a été quand même, un communiste. Alors il n'y a rien, par exemple, pas une étude sur Aragon et le marxisme. C'est quand même le marxisme est très présent chez Aragon, il l'a étudié, j'ai regardé sa bibliothèque, ce qui est coupé, ce qui n'est pas. Il y a beaucoup de pas coupés. Le Capital, alors. Mais l'idéologie allemande, il l'a lu et relu. C'est important, on comprend bien. Et combien il manifeste, etc. Et puis, il n'y a pas d'études sur Aragon et la littérature russe et soviétique. Je crois qu'il faut maintenant ne pas avoir peur de faire entrer dans la réflexion sur Aragon, peut-être dans les études littéraires quand même, quelque chose que j'appellerais, je ne sais pas comment, l'idéologie, l'histoire, la réflexion sur le sens de la vie et de la société, l'humanisme. Donc tu disais, Pierre, il a tout prévu. Il a même écrit à la fin de sa vie un livre qui s'appelle Le voyage de Hollande. Quand François Hollande
et comme conseiller de l'Élysée. Et le ministre de la Communication d'alors, qui s'appelait Max Gallo, qui était à cette époque socialiste, Aragon étant mort, ont pu occuper les bureaux qui avaient été achetés antérieurement par l'hôtel Matignon qui est ici en face. Ils sont rentrés et la première chose qu'ils ont découvert, c'est le petit banc de charge, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, la nacelle qu'Aragon avait fait installer très coûteusement pour que Elsa, qui était cardiaque et très affaiblie à la fin de sa vie, puisse monter sans fatigue aux chambres du dessus. Et Hollande en est resté très étonné et admiratif. C'était le symbole même de l'attention à l'égard des femmes. Espérons qu'il en restera quelque chose. C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans cet appartement du 56 rue Varenne. Il y a une plaque. C'est les services, le service de l'armée relevant du Premier ministre, le bureau militaire du Premier ministre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'y suis rendu récemment pour essayer de retrouver des marques, et puisqu'on veut reconstituer les murs qu'Aragon avait. On a les éléments, alors, on a des films, on a des photos, et on a des éléments avec lesquels, vous savez, à la fin de sa vie, il épinglait chez lui, sur ses murs. Mais il y en avait partout. Il y avait une sorte de collage, une sorte de collage surréaliste, enfin je sais pas si. Et on va essayer avec au Moulin de reconstituer ça, ou au moins une partie, d'après les photos qu'on en a. Donc, je m'étais rendu là, alors les militaires disaient surtout vous ne regardez pas, alors s'il y a des cartes, vous voyez là, bon, c'est compliqué, alors vous ne photographiez pas ça évidemment, mais ne regardez pas, alors je disais à quoi ça sert ça sert que je sois venu. Et c'est quand même bien dommage que ce jour-là, que tu évoques Pierre, il est mort en 82, hein, donc François Mitterrand. C'est François Mitterrand qui décide que ce ne sera pas, que l'appartement de la rue de Varenne ne sera pas conservé, sera rendu au Premier ministre, comme c'est la décision qu'il n'y ait pas d'obsèques nationales. Vous savez, on sait ça par... on sait ça un peu par... différents témoignages, mais celui de Régis Debray, hein, qui raconte que quand c'est lui qui a appris, il était à l'époque à l'Élysée, je parle connais bien la dépouille. Il était à l'Élysée, c'est lui qui reçoit la dépêche et qui va prévenir le président de Mitterrand de la mort d'Aragon. Et qui lui dit, parce que lui c'est un authentique aragonien, Régis Debray, qui lui dit « Monsieur le Président, obsèques nationales ». Et Mitterrand réfléchit et dit « Non, ce n'est pas la tradition du Parti Socialiste. Les obsèques nationales ne sont pas la tradition du Parti Socialiste. » Et puis surtout, souvenez-vous de ces vers. Feu sur les ours savants de la social-démocratie. Feu sur Paul Blancourt. La droite ne manquerait pas de nous les jeter au visage. Mais c'est toujours la droite qui est accusée dans ces cas-là. Mais enfin, c'est lui qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'obsèques nationales. Si je peux me permettre, vous, le musée, on va jusqu'au bout là. Hein. Allez, pas de mystère. On est mal partis tous deux. Pour l'histoire du musée, ça s'est passé de la façon suivante. Plusieurs mois avant, des démarches avaient été faites auprès de François Mitterrand, etc. Parce que c'est vrai que l'immeuble était déjà acheté depuis pas mal d'années par les services du Premier ministre, sous Pompidou, et que Aragon avait lutté pour ne pas être expulsé ainsi que sa voisine, et une vieille dame. Et il avait été conseillé par le chanteur Guy Béard, qui était un ancien élève de Cagne de Georges Pompidou, ouais, et qui connaissait très bien Aragon, qui a fait une émission avec lui, peut-être encore en tête. Et
Guy Béard dit mais il faut aller voir Pompidou, de toute façon, j'ai gardé les meilleurs rapports avec lui, il va me recevoir. Aragon se met en costume festif et officiel, de Pâques, et il va chez Pompidou, qui immédiatement dans la seconde, intelligent comme il était, comprend que s'il y avait une bêtise politique à faire, c'était bien celle qu'il allait éviter en disant mais vous êtes là définitivement. Donc c'était réglé. Et pendant un certain temps, on met en route l'idée du musée Aragon installé là où tellement de gens avaient passé, etc. Et Madame Edmond Charleroux, qui l'avait beaucoup aidé à avoir le prix Goncourt, qui est restée très fidèle à Aragon. Oui, c'est ma présidente. Ah oui, non mais on peut lui tirer son chapeau parce qu'elle aurait pu faire autrement. Elle était l'épouse de Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Donc ça pousse. Et finalement, on décide d'organiser une visite confidentielle du président Mitterrand à l'appartement de la rue de Varennes. Alors, Jean Rista est là, ainsi que Edmond Charleroux. Mitterrand, très intéressé, écoute toutes les explications de Rista et ne dit pas un mot, ou presque pas. Il était coutumier du fait, je dois dire, un peu pratiqué. Il pouvait rester longtemps silencieux, après tout c'est assez à l'honneur d'un grand politique. Et puis Rista, vous voyez ce que je veux dire. Rista, il avait lu La Princesse de Clèves. Rista lui offre de belles éditions. Il y avait des choses très précieuses chez Aragon, dont la plupart ont été remises à la Nation, à la Bibliothèque nationale. Et pour celles qui restaient. Et toujours très courtois, Mitterrand se confond en remerciements. Et puis, bon, il savait bien qu'il fallait qu'il donne une réponse. Voilà sous quelle forme ce grand Florentin l'a fait. Il a dit « C'était un grand écrivain politique. » Nous avions compris à l'instant, on s'est téléphoné, qu'il n'y aurait pas de musée à Aragon ou une Varennes. Mais il y en a un à Saint-Arnoux maintenant. C'est que c'est le moment. Oui, justement, peut-être présenter la maison. Voilà, la maison de Saint-Arnoux, c'est une propriété, vaste propriété. Saint-Arnoux, c'est au sud-ouest de Paris, à 50 km, du côté de Rambouillet, du côté de Tourdan, avant Chartres. C'est sur le Corot du entraînement des footballeurs et des rugbymen. Voilà, avec lequel nous avons d'excellents contacts. Et quand j'ai visité le Centre technique national du football, le truc des Bleus, là, qu'on voit à la télé, quand on me l'a fait visiter, le gars qui le faisait visiter, le régisseur du centre, avec lequel on a d'excellents rapports, on voit qu'il n'y a pas que le football dans sa vie, tout ça. Bon. Et il nous a fait visiter l'hôtel des Bleus, alors il nous a montré la grande table où ils prennent leur repas tous ensemble, et où quand ils ne sont pas à l'heure, ils ont une amende de 500 €. Et donc, il nous a montré ce qu'il a appelé la bibliothèque. Alors, je l'ai regardé un peu étonné. Il y a des rayons. Et il n'y a pas un livre. Alors, oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé leur bibliothèque. Je reviens à Saint-Arnoux, et c'est pas très loin, effectivement. Saint-Arnoux, c'est connu en France par les images qu'on voit à la télé quand on veut vous montrer qu'il y a des embouteillages. En général, les rentrées de week-end, des trucs comme ça, pour les Parisiens, en tout cas, on vous montre le péage de Saint-Arnoux. Voilà, donc c'est 50 km de Paris. Hein, et voilà, donc le problème, c'est pour y aller, parce que je dis ça puisque vous, si vous venez en train à Paris, eh bien voilà, on ne peut pas y aller en transport en commun à Saint-Arnoux. On peut aller jusqu'à Dourdan, on peut aller, excusez-moi, parce que j'espère bien que vous allez venir, les renseignements. En transport en commun, voilà. Les Aragon avaient choisi ce lieu parce qu'ils étaient tranquilles, quoi. C'était l'anti-Paris, je disais tout à l'heure. Donc, pour pouvoir
pouvoir y écrire, vous voyez. Et même moi aujourd'hui, mon problème, il est d'y faire venir du monde, au contraire. C'est un problème un peu inverse, et donc c'est difficile. Vous pouvez venir en train jusqu'à Rambouillet, en RER jusqu'à Dourdan, mais après pour faire